Comme tous les mois, on va faire le tour du potager. À chaque fois, vers le 20, le 25, je fais une vidéo là-dessus. Donc on va commencer par le potager, évidemment. Quand on arrive ici, on a les courgettes vertes. Alors comme vous voyez, il y en a qui se portent très bien, d'autres qui ont du mal à partir. Enfin, celle-ci, elle est minuscule, mais elle a quand même fait une fleur. Pour ceux qui ne savent pas, celles-ci sont les fleurs mâles. Donc elles ont un pistil au milieu et pas de fruits en dessous, hein. Il y en a d'autres qui commencent à mieux sortir quand même, à moins faire la tête. Mais enfin bon, c'est pas encore tout à fait ça. Les pois gourmands, j'ai arrêté d'en récolter parce que je voudrais conserver les graines. Quand on veut les conserver, il suffit de les laisser sur le pied. Vous attendez que les pois gourmands soient totalement secs et vous pouvez les récolter. Et vos graines seront certainement sèches déjà. Il n'y aura plus qu'à ouvrir l'écosse et puis à les stocker. Donc, on est là. Ici, on a un rang de carottes, comme vous pouvez voir. Si vous suivez les vidéos, vous avez bien vu qu'ici, ce premier rang était envahi par les herbes. À savoir, l'année prochaine, je ne referai pas ça. Parce que c'est surtout sur cette partie, sur ce rang. J'en ai un autre rang de carottes où il n'y a pas eu ce problème. Là, c'est vraiment cette zone qui est super enherbée. Donc l'année prochaine, ce que je ferai, c'est qu'avant de faire le semis, je vais préparer mon sol, tout ratisser, l'ameublir correctement, laisser les herbes commencer à germer, laisser les plantes sortir, commencer à prendre de l'ampleur, et ensuite je viendrai bâcher pour tuer toutes les plantes, et après je renettoierai le rang, et enfin je pourrai semer. Alors ici, on a, là on a de la datura, hein. Vous voyez ça? C'est de la datura, ultra toxique. J'en ai à d'autres endroits qui poussent dans le jardin, j'essaie de les retirer dès que possible. Après, les poules sont pas stupides, elles ne le mangent pas, elles savent que c'est pas bon pour elles. Donc ce rang, c'était un rang raté d'épinards, donc tout en friche aujourd'hui. Il faut que je nettoie tout ça et que je sème à la place, d'autres choses évidemment. Pour l'instant, j'ai pas la force, alors ça m'arrange de faire cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai pas trop la force physique dans mon bras pour arriver à nettoyer le rang, à tout faire. Là aujourd'hui, je vais encore attendre, il faut encore que je laisse quelques jours. Depuis que je me suis fait mal au bras, je suis un peu en vrac. Donc ici, on a les choux cabus. Alors j'ai nettoyé sous le filet à insectes. On m'a demandé si c'était volontaire, toutes les herbes qui poussaient. Non, ça ne l'était pas. C'était vraiment parce que j'avais pas encore pris le temps de le faire. Donc c'est propre. Ces choux-là sont très beaux et là, très moyens. Alors ici, je sais en fait d'où ça vient. Voilà, regardez. Le problème là, vous voyez, la racine, ça va pas du tout comme ça. Il faut vraiment qu'il soit bien dans le sol. Là, ça va pas du tout. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont du mal à pousser. En tout cas, ils sont tous en train de commencer à paumer, ce qui est une bonne nouvelle. Et ici, on n'a plus rien. Ce rang-ci, on a les poivrons derniers semés que j'ai plantés. Donc, on commence à avoir des fleurs là. Mais comme vous pouvez voir, ils se portent pas super bien ici. Voilà. Ils sont pas en super forme. Heureusement que j'ai les poivrons et piments en serre. On a pas mal de laitues, il y en a certaines qui commencent à monter en graines, donc il va falloir que je récolte. Regardez, celle-ci, elle monte en graines. On va se la récupérer. La volaille! Tenez! C'est bon ça, hein? Oh oui, c'est bon. Avec ça, on a des super bons œufs bio. Là, on peut pas faire plus bio. Les poules sont nourries au potager. Alors on a encore des laitues qui montent en graines ici. Les laitues rouges, c'est bon, elles adorent ça, mais elles préfèrent toutes les laitues vertes. Hop, on va partager. Ne vous demandez pas pourquoi j'en donne pas aux canards derrière. Chaque fois que je leur en donne, ils ont peur. Je mets la laitue et eux, ils essaient d'esquiver la laitue, ils ont peur qu'elle les attaque. Donc ils sont un peu fous dans leur tête. J'en ai pas mal là qui montent en graines, il faut que je refasse des semis de laitue. Il faut vraiment que je m'en occupe. Hop là, tenez les filles. Donc, on en était ici, des laitues avec des poivrons qui font la tronche, mais c'est pas grave, j'attends pas de récolte de cela particulièrement. Du chou kale, qui lui profite de ces températures anormalement basses pour la saison, hein. Il s'en porte pas plus mal. Ici, il va falloir que je récolte tout le chou kale et que je le prépare pour le congeler de façon à le conserver. Car, je dois avoir de la terre partout. Car là, dès que les chaleurs vont commencer, il va commencer à vouloir grainer et bien sûr, il sera plus bon à récolter. On a des laitues, alors c'était des sucrines, comme vous pouvez voir là, mais il y en a qui montent en graines.
Celle-ci est montée en graines, on va la donner aux poules. C'est laitue partie aujourd'hui. Voilà. Celle-ci aussi, hop là. Et je vais en prendre pour donner aux petites poules devant la maison. Ça leur fera pas de mal. Hop là. Donc, encore du chou kale qu'il faut que je récolte aussi. Celui-ci est très beau. Regardez la taille des feuilles, il est vraiment beau. Avec quelques laitues qui commencent à monter en graines en dessous. Voilà, quelques petites batavias, encore des sucrines. Ici, on a de la merveille des 4 saisons qui monte en graines. Je vais aussi l'amener aux poules. Après, c'est pas parce que ça commence à monter en graines, vos laitues, qu'elles sont plus bonnes à consommer. Elles auront par contre une sève qui sera plus dense. Et elles auront une texture moins fraîche, moins croquante. Et elles auront un moins bon goût. Mais par contre, elles sont consommables. Vous pouvez les manger. Si vous avez que ça, c'est pas la peine de les donner aux poules. Ensuite, sur l'autre rang, on a des côtes de blettes qu'on mange déjà depuis un petit moment. Ensuite, on a des laitues, voilà. Ici, on a les carottes, comme vous pouvez voir la différence avec les carottes qui sont sur l'autre rang. Voilà, j'ai désherbé les carottes, mais j'ai vraiment fait, ça m'a pris 10 minutes. Alors que sur l'autre rang, si je devais le faire, chose que je pense pas que je vais faire, ça m'embête, mais bon, je vais avoir de la perte de récolte évidemment. Les carottes n'aiment pas être envahies d'herbe, mais c'est trop à faire. J'ai déjà fait une fois, ça m'a pris 3 heures je crois. Et j'ai pas trop envie de recommencer. On verra suivant ma motivation, je recommencerai peut-être. Donc les carottes qui se portent beaucoup mieux sur ce rang. D'ailleurs l'an passé, je crois que j'avais semé des carottes ici aussi. Et elles avaient donné bien plus en ayant les 3/4 d'un rang ici qu'un rang beaucoup plus long là-bas. Ici on devait avoir 7 mètres, là-bas on a 10 mètres de carottes. Et j'avais une plus grosse récolte sur ce rang. Je suis pas étonnée que donc elles se portent mieux aussi cette année. Ensuite on a des côtes de blettes, des tomates qui se sont semées toutes seules, des semis spontanés. Ça c'est de la tomate jaune, poire jaune. Je laisse les tomates qui ont germé d'elles-mêmes, c'est pas la peine de les retirer. Si elles veulent, je vais pas les tutorer, elles vont aller se promener et puis bon, si elles chopent le mildiou à cause des arrosages, c'est pas grave, tant qu'elles donnent quelques tomates, ce sera toujours ça de prix, c'est gratuit. Ensuite on a du fenouil, encore le fenouil qui pousse doucement, je trouve que ça pousse très doucement. Il va peut-être falloir que j'apporte un petit peu de thé de compost. Les haricots. Alors les haricots commencent, voilà, on commence à voir des haricots. Ici. Voilà. Là, vu le stade où ils en sont, dans une semaine, on pourra les récolter, commencer à récolter. Encore des haricots. À un stade beaucoup moins avancé. Mais comme vous pouvez voir, les feuilles sont plus grosses. On a quelques radis, French breakfast. D'ailleurs, je vais les récolter pour Renaud, il sera content. Oh, celui-ci, il est énorme. Normalement, faut pas les laisser pousser comme ça. Ah, ça, c'est suspect. Vous voyez, j'ai une feuille ici qui doit manquer à des plants là, à une laitue par là. Ça, c'est la petite canne qui rentre dans le potager. Pas Caninounette, la petite canne, la fille de Ivy. Je dis sa fille maintenant parce que je sais que c'est une fille. Hier, je l'ai prise et elle était terrorisée, donc elle faisait des coins-coins et des vrais coins-coins de femelles. Donc voilà, après sur les haricots, quand on revient ici, on a une moins bonne germination. Là, normalement, c'est ici que je devrais avoir une ligne de haricots. Et ici. Et là, ça n'a pas germé. Allez savoir ce qui s'est passé, c'est pas grave. Ici, c'est encore un rang, on a du mal à le distinguer avec les herbes, mais il faut que je nettoie aussi l'allée qui se trouve à côté. Et ici, je sèmerai encore des haricots. Ensuite, sur le côté, on arrive aux courgettes jaunes. Alors ça, c'est pareil, à mon avis, c'est la canne qui m'a fait ça. Courgettes jaunes, donc pareil, je vais pas laisser les feuilles de courgettes à côté des courgettes parce que les courgettes sont sujettes au mildiou. On va éviter de favoriser le développement.
Voilà. Ici on peut voir, c'est un peu à l'ombre malheureusement, mais on peut voir qu'on a un melon qui pousse. J'ai semé des melons le long de la clôture, donc là on en a un autre aussi, je le repère là, tout petit. Ici ça n'a pas germé. Enfin bon, les courgettes jaunes ici là, bah elles donnent toujours pas de fleurs mâles, j'ai que des fleurs femelles. Ce qui m'inquiète un peu, j'ai jamais eu ça en général. Quand les courgettes commencent à pousser et à fleurir, on a énormément de fleurs mâles et on a peu de fleurs femelles. Et là, c'est tout le contraire. J'ai même aucune fleur mâle. Je sais pas comment ça va pouvoir fonctionner. Ce plan est très joli. Toujours pas de fleurs mâles, hein. Regardez, ah si, on a une fleur mâle ici. Voilà. Espérons qu'elle s'ouvre rapidement pour pouvoir polliniser celle-ci. Dans le doute, on peut polliniser soi-même, on n'est pas obligé d'attendre que les insectes le fassent. Et si vous cultivez vos courgettes sous serre, c'est conseillé. Prenez un petit pinceau, pinceau à maquillage par exemple, moi c'est ce que j'ai pris, et vous tapotez l'intérieur, le pistil de la fleur mâle, et ensuite vous tapotez l'intérieur de la fleur femelle pour polliniser. Et l'idéal c'est de sceller la fleur, de la fermer pour empêcher les insectes de venir à l'intérieur. Vous pouvez faire ça avec un petit bout de scotch, vous la repliez, vous la fermez. Sans trop l'altérer, parce que si vous l'abîmez trop, elle risque de mourir. Ici, on a des tomates cerises. Ces plants, j'y croyais pas trop, parce que on avait eu des gelées encore. Je les avais plantées dehors. Et le voile d'hivernage que j'avais mis par-dessus était trempé. Donc bien sûr, ça a gelé les plants qui étaient en dessous. Et ils sont tous morts, mais ils sont repartis. Et regardez, ils sont quand même très jolis. On voit qu'on a des tomates qui commencent à se développer. Par ici. On doit en avoir d'autres ailleurs. Qui sont pas mal. Je suis contente. Je m'attendais à ce qu'ils repartent pas. Ils repartent, c'est génial. Ici, on a les concombres. On voit qu'il y a des disparités en termes de croissance, hein. Il y en a qui ont bien évolué et d'autres qui ont du mal. Mais je vais refaire un semis de concombres, c'est pas grave, ça me pose pas de problème. Je dois dire que cette année, je me sens moins pressée par les légumes parce que, certainement parce que je m'occupe des poules et que je suis plus cette année intéressée par avoir de la viande qu'avoir des légumes. Même si les deux c'est le top, hein. On a un concombre qui commence à fleurir, donc voilà, on a des fleurs mâles. On devrait bientôt avoir des fleurs femelles qui se développent. Voilà, ensuite... De ce côté, alors ici on a des laitues qui montent en graines, je les garde. Je vais les laisser monter en graines pour les récolter ou même pour les laisser se ressemer toutes seules. On a encore des concombres. Sûrement. Il faut encore que je fasse un petit peu de nettoyage. D'ailleurs vous m'avez vu faire je crois dans une précédente vidéo, mais parce que j'avais repaillé, mais il faut quand même que j'enlève les herbes qui poussent au milieu du paillage. C'est une question à la fois de ne pas étouffer les plantes, mais aussi d'esthétique. J'aime bien quand même avoir un potager qui fasse propre. Et pour information, ça nécessite quand même des heures de désherbage et de nettoyage. L'idéal, c'est d'y passer un quart d'heure par jour et enlever quelques herbes. Comme ça, on garde quand même le dessus. Parce que si on attend 2 semaines avant de s'en occuper, on se retrouve très vite envahi au point qu'on n'arrive plus à s'en sortir. Et j'ai envie de dire... Je sais très bien que vous avez tous envie d'être dans votre potager. Alors, y passer un quart d'heure à désherber, ça va. Je veux dire, ça nous fait plaisir. Nous, on est contents de faire ça. En plus, quand je désherbe, moi, j'ai l'impression que c'est un peu comme de la méditation. Je suis dans mon truc, dans ma tête, et je pense pas au reste. Et c'est très relaxant de désherber. Ensuite, ici, vous voyez, tout ce tas-là, c'est les herbes que j'ai retirées du potager quand même, hein. Ici, on a de la mauve. J'adore. Avec ses fleurs, c'est super joli. Et ça doit plaire aux abeilles, et à tous les pollinisateurs même, donc c'est top. Ici, on a les premiers haricots qui ont été semés. Ils sont donc derrière la serre, à la mi-ombre. Là, ils ont le soleil du matin. L'après-midi, ils n'auront pas le soleil qui les brûle en après-midi. Et le soir, comme le soleil se couche dans le champ là derrière, ils ont le soleil. Donc en fait, derrière la serre, c'est vraiment l'endroit idéal. À l'entrée de la serre, ici, on a des tomates. Regardez, on les voit, elles commencent à donner. Voilà. Dans la serre, on a certaines tomates qui commencent à mûrir. Et en fait, je me demande, c'est pas les tomates ananas. Ouh, il fait chaud. Alors là, j'ai tutoré les plants. Comme vous pouvez voir, regardez la hauteur des plants, hein, ici. Regardez ici, la taille du tronc. Il y a quand même une énorme différence et ça vient du fait que je n'ai pas tutoré les plants assez tôt. J'ai trop attendu et donc la plante
a poussé sans avoir de support et a eu du mal donc à produire un joli tronc, à bien se développer. Les plantes ont dû lutter à cause de ça. Maintenant ça donne des fleurs, ça donne des fruits. Ce sera pas le meilleur des rangs, mais c'est pas grave. Ici, ça c'est le meilleur des rangs que j'ai. Les tomates se développent super bien et on a de très belles grosses tomates. Voilà, vous voyez ici qu'on a une tomate ananas qui commence à mûrir. Ici aussi, enfin je suis pas sûre que ce soit des tomates ananas parce que j'ai trouvé un peu trop rouge pour être des tomates ananas. On verra après. On en a encore une ici. Et ça y est, on a même un plant qui commence à arriver au toit de la serre. D'ailleurs, on a de l'eau qui s'accumule ici. Faut que je la retire. Ça, c'est pas bon, ça. Et si vos tomates sont en serre, sachez que, oui, les tomates sont auto-pollinisées, on va dire. Elles n'ont pas besoin que les pollinisateurs viennent faire le travail pour nous. Mais si vous cultivez vos tomates en serre et que vous ne savez pas ça, vous avez dû constater que parfois vous voyez les fleurs apparaître, mais vous n'avez jamais les fruits. Parce que la pollinisation se fait par le vent. Alors quand vous passez comme ça, secouez un peu vos fleurs, ça leur fera pas de mal. Ce que ferait en fait un pollinisateur. Vous secouez un peu vos fleurs et vous pollinisez donc vos plants pour être sûr d'avoir des fruits. Voilà. Et c'est vrai que moi, comme j'ai peu de place en passant dans la serre, j'ai tendance à circuler en poussant un peu les plants, ce qui fait aussi le job. Voilà, vous pouvez prendre doucement, hein, on veut pas fracasser la plante non plus. Mais voilà, en secouant un peu, vous allez polliniser vos fleurs et vous êtes sûr d'avoir des fruits. Donc, ici on a les tomates cerises. Alors là, petit souci, hein, petit gros souci d'ailleurs, commence à donner. Je ne sais pas trop comment les mettre, je ne sais pas trop comment les installer parce que voilà comment elles poussent. Bon, c'est pas grave, c'est un peu de la gymnastique pour venir dans la serre et s'occuper des tomates. Mais c'est un peu plus de challenge, mais c'est un peu plus de tomates aussi puisqu'il y a plus de plants. Alors je regrette pas. À voir en fin de saison. Et de l'autre côté de la serre, donc on arrive ici, là on a le champ, on n'est plus chez nous. D'ailleurs, regardez au loin, on a des meules de foin. Trop bien. Ah, je fais partie de ces gens, quand je vois des meules de foin, je suis super contente. Renaud, quand on passe devant un champ où il y a des meules, il me dit regarde des meules de foin. Le paradis d'Aurélia. C'est exactement ça. Donc ici, on a des pastèques qui mettent plus de temps que la normale à évoluer parce que on a l'ombre du matin qui favorise pas vraiment le développement des plants. Mais bon, c'est pas grave. Donnera ce que ça donnera. La pastèque, c'est pas la priorité. Et si je peux dire, les pastèques, je les cultive pas tant pour nous, mais plus pour les canards, parce que les canards adorent la pastèque. Alors donc, on voit que ce plant prend un peu le soleil là. Eh bien, c'est celui qui est le plus développé. C'est pas étonnant. On a d'autres là. Alors celui-ci ne donnera rien. Si vous regardez là, la tige principale, elle est abîmée. Et donc, ça ne donnera rien. D'après moi, ça ne donnera rien. Là, elle est minuscule. Là, ça va mieux, ça commence à pousser. Là aussi, en fait, tous ceux qui sont le plus au soleil se portent le mieux. C'est pas étonnant. Mais bon, je voulais tester pour voir si je pouvais quand même exploiter cette zone. Je m'étais dit que ce serait pas forcément une bonne idée de mettre les pastèques derrière la serre, parce que les pastèques aiment bien la grosse soleil, gros ensoleillement, grosse chaleur. Et donc, le soleil de l'après-midi, je pense, serait plus propice que le soleil du matin et du soir. Même si là, elles ont le soleil du soir. Donc je crois que pour le potager on a fait le tour. Maintenant on va aller voir le verger. Je vais vous faire un tour complet du terrain. Et comme ça les personnes qui débarquent sur la chaîne auront un peu plus pour un peu mieux se situer. Hein, et voir où tout se trouve. Hop là. Alors dans cette serre, bien on a les piments et les poivrons. Oh là là, ils ont encore poussé. Ils ont encore énormément poussé. Donc ils se développent bien, hein, comme vous pouvez voir. Les fruits se développent. Ah, d'ailleurs, le poivron que je vois là-bas, c'est bien développé en quelques jours. Parce que la dernière vidéo, c'était sur les piments et poivrons, donc c'était il y a 3 jours. En 3 jours, je vois une différence énorme. C'est dingue. Il a fait que pleuvoir d'ailleurs. Ce qui n'est pas un mal pour les courges dans le verger. Regardez, ça y est, on commence à avoir du mal à distinguer le sol. Donc dans le verger, ici, on a les potimarrons, ici, voilà, avec des tournesols.
Hein? Là, ça commence à être la forêt, il faut que je nettoie un petit peu. Hop là. Voilà, pour faire un peu de lumière quand même. Encore des potimarrons. Non, si, potimarron, pardon. Ici, tout le long, on a une bande de tournesol. Oh, ma grelinette! La voilà! Je l'ai cherchée depuis un moment. Je me suis dit, c'est pas possible, on est venu me voler ma grelinette. Alors, ensuite, ici, on a les potirons et les courges butternut. Oh, ils sont magnifiques. Ils sont en retard, mais ils sont très beaux. Avec les courges, de toute façon, il n'y a pas besoin de se mettre la pression, hein, parce que moi, souvent, je les récolte bien avant la fin de la saison, bien avant les gelées, et on peut attendre les gelées pour les récolter. Hein. Enfin, juste avant les gelées, parce qu'il m'est déjà arrivé d'attendre, d'avoir dépassé les premières gelées et d'avoir constaté au sol que les potirons qui touchaient le sol avaient commencé à pourrir en dessous. Donc, il faut les récolter avant les premières gelées. Bon, ici aussi, il faut que je vienne, que je fasse un petit peu de nettoyage. Il faut dire que ces derniers jours, je me suis concentrée principalement sur le potager. Vu qu'il pleuvait beaucoup, j'ai passé du temps à désherber le potager. C'est le meilleur moment pour désherber parce que c'est beaucoup plus facile de retirer les racines du sol. Il y a juste à venir, à tirer sur les plants, ça se retire du sol parce qu'il est tellement humide, tellement gorgé d'eau qu'il est très meuble. La verveine, elle va être bonne à récolter. Là, je vais pouvoir en prendre. Oh, qu'est-ce que ça sent bon. Donc voilà, pour le verger, je ne fais pas le tour des arbres fruitiers, c'est pas la peine. Ils se portent comme ils se portent. On les a vus déjà plusieurs fois. La vigne, est-ce qu'elle produit du raisin? Non, pas encore. Alors pour la vigne, dès qu'il y aura des grappes qui vont commencer à se développer, je pourrai... Non, toujours pas. Je pourrais tailler juste après les grappes de fruits en taille pour favoriser la production de fruits et pas de feuilles. Ici, on a le poulailler des pondeuses, pour ceux qui ne savent pas. Attendez, vous êtes sale. Ah non, c'est à l'intérieur, c'est de la condensation. On a le poulailler des pondeuses et comme vous pouvez voir ici, le poulailler est ouvert. Mais il est ouvert en permanence, donc avec du grillage à poules pour empêcher les prédateurs de venir les attaquer. Et c'est ça qui est top, puisque Renaud, c'est lui qui l'a construit. Donc il m'a fait une grande porte sur le côté. Déjà, tout l'hiver, ça permet d'ouvrir le poulailler, de laisser s'aérer la journée pour faire sortir l'humidité et éviter que les poules aient froid la nuit. Et là, avec le grillage à poules, ça permet de les protéger des prédateurs tout en laissant cette zone ouverte. Et comme ça, l'été, elles crèvent pas de chaud toute la nuit dans leur poulailler. Parce que quand les températures ont du mal à descendre en dessous de 30 la nuit, imaginez des poules enfermées là-dedans. Les pauvres, c'est le sauna, quoi. Et j'ai oublié de récupérer les laitues pour les poules de chair. Alors les canards? Donc les 2 canards nés à Noël, hein. Alors eux, on va les manger. C'est décidé, on va les manger parce que c'est pas la peine de les garder. Il faut pas trop de mâles pour les femelles. Alors j'ai commandé un réchaud à gaz extérieur pour mettre directement dehors, au sol. Ça me permettra de brancher la bouteille de gaz, celle du barbecue notamment là. Et de pouvoir faire préparer mes volailles dehors. Parce que pour ceux qui suivent depuis un moment, vous savez que je préparais mes volailles dans la cuisine extérieure. Mais en plein été, on crève de chaud, c'est insupportable. Et quand j'en fais 5, ça va. Si j'en fais 30, c'est quand même long. Vous voulez ça? Vous voulez ça les volailles? Tenez, regardez. Alors, je pense qu'elles vont avoir peur de la salade aussi. Ah non? Elles y vont, elles y vont. Non, pas vraiment. Allez-y, regardez, qu'est-ce que je vous ai donné là? Du bon verre. Mangez. Pour les canards, donc je vais les préparer et je les ferai dans le jardin directement devant la maison. Comme ça, j'aurai un peu le soleil le matin, mais arrivé à midi, j'aurai plus de soleil. On n'a pas eu de perte, hein. Tout le monde se porte bien, pas d'attaque de prédateurs, pas de poules malades. Elles vont toutes très bien. On a celles qui préfèrent rester à l'intérieur du poulailler la majorité du temps. On m'a demandé... Salut toi. On m'a demandé, on me l'a dit à plusieurs reprises, vu le prix que coûte la livraison des poussins d'un jour, ce serait pas plus intelligent de les reproduire directement. Alors il y a quelqu'un qui m'a dit le faire et quelqu'un d'autre qui me pose la question sans savoir, puisque c'est quelqu'un qui m'a dit ne pas élever de poulet de chair encore.
Alors, pourquoi je ne peux pas garder un coq, une poule ou un coq et 3 poules et ensuite reproduire mes propres poussins? Parce que ça ne fonctionne pas comme ça. On est sur des races hybrides. On n'est pas sur... si on reproduit un mâle et une femelle de cette couvée, on n'aura pas les mêmes caractéristiques chez les poules qui vont naître ensuite. Donc on va perdre pas mal de caractéristiques. De plus, il faut savoir que les poulets de chair, comme ceci, poulets de chair blanche, c'est un peu comme les graines effins. Vous voyez, les graines hybrides que vous cultivez. Vous n'aurez pas idée d'aller récolter ces graines parce que vous n'aurez pas les caractéristiques du plant mère. Ça ne donnera pas les mêmes plantes. Vous n'aurez pas les mêmes caractéristiques, donc on n'aura pas ce qu'on recherche. Et bien sûr, les poules de chair, c'est exactement la même chose. Je ne parle pas des poules connues, je ne parle pas des Sussex, je parle vraiment du poulet de chair blanche. Et normalement, il faut plusieurs races pour produire du poulet de chair blanche. Je crois qu'il faut 2 croisements pour arriver au poulet de chair blanche. Donc, il faut vraiment tous les individus nécessaires pour reproduire ces poules, et avoir un coq, une poule de la race ne permettra pas d'avoir les mêmes poules quand vous les reproduirez. En plus de ça, ce serait un peu bête de ma part de faire ça parce que je me retrouverais avec des poules consanguines. Et je ne veux pas de poules consanguines, c'est pas le but. Parce que bien sûr, les poules consanguines sont plus sujettes aux crises cardiaques, aux problèmes de mobilité. Voilà, on va pas être sur du poulet de qualité, on va être sur du poulet qui va sortir, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Donc j'évite de faire ça, c'est pas du tout une bonne idée. Et en plus, moi j'attends vraiment d'avoir au minimum 70 poulets pour l'année, pour nous. 60 à 70. En couvant mes propres œufs, je ne peux pas avoir la certitude que tout va éclore, je ne peux pas être certaine que ça va bien se passer, et comme je suis limitée en place et en temps, puisqu'on ne peut pas les élever en plein hiver, eh bien forcément, je ne vais pas pouvoir faire 15 couvées dans l'année, il faut que je fasse en 2 fois mes poules, 2 fois maximum, et donc j'aurais beau acheter une grosse couveuse pour mettre 150 œufs, de toute façon, j'aurais pas suffisamment de naissances à mes yeux, j'en aurais pas suffisamment vu la chance que j'ai eue en plus au niveau couvaison jusque-là, pour pouvoir me permettre d'être autonome en poulet à l'année. Il n'y a aucun avantage à ce que je reproduise mes poules ici. Voilà, pour ceux qui se posaient la question, il n'y a clairement aucun avantage, il n'y a que des désavantages. Et oui, 65 € la livraison, c'est cher. Mais d'un autre côté, quand on voit le prix que coûte du bon poulet, du vrai bon poulet, au kilo, en comparaison des 65 € pour avoir 30 poulets ou 32 poulets, c'est rien du tout. Et en achetant mes poussins au couvoir, eh bien je soutiens quelqu'un qui fait un travail fantastique, qui travaille non-stop pour servir les gens. Et bien pour l'instant, je peux me le permettre, alors je le fais, c'est avec grand plaisir. Alors voilà, je voulais vous montrer celui-ci. Il est beau celui-ci, il est un peu beige. En tout cas, ça grossit ces machins. C'est un truc de dingue. Ça grossit autant que ça fiente. Alors attention, hein, si vous en prenez, c'est pas le genre de poule qu'il faut mettre dans un petit espace restreint parce que ça va vraiment puer très vite. À moins que vous ayez beaucoup de matière organique à ajouter, et ce, 1 à 2 fois par jour pour que ça soit hygiénique, ça va puer. Ça va puer, c'est tout.